Nous sommes mercredi 10 février 2021. Bonjour, bonsoir, chers fidèles de la télévision Renaissance et bienvenue dans ce journal dont voici les principaux titres. 33 assassinats, 3 enlèvements, 36 arrestations arbitraires. Cela ressort du rapport du mois de janvier de la CAT Burundi. Vous suivrez Augustin Nimouona du département de la communication au sein de cette organisation. L'Union européenne ne demande pas l'impossible au Burundi et n'exige que le respect des droits humains, une des conditions pour bénéficier de leurs aides, propos de l'homme politique Frédéric Wamvuginouvila, suite à la lettre des parlementaires européens exprimant leur refus de réchauffement des relations diplomatiques entre le Burundi et l'Union européenne du moment que le Burundi ne remplissait pas les exigences. Ouverture ce mardi du bureau de représentation du Maroc au Burundi. Il y aura renforcement des capacités, entre autres au niveau des secteurs de la santé, de l'agriculture et du tourisme. Tout de suite, le développement de ces titres. Page droits de l'homme pour démarrer notre journal. Le rapport de l'Association chrétienne pour l'abolition de la torture à CAT Burundi du mois de janvier 2021 recense 33 cas d'assassinat, 3 cas d'enlèvement, 36 cas d'arrestations arbitraires et d'autres crimes. Les présumés auteurs sont des Imbonerakure, des policiers et certains agents du service national de renseignement. Ce sont les propos d'Augustin Nimouona, chargé de la communication au sein de la CAT Burundi. Cette organisation demande au gouvernement burundais de faire respecter les droits de l'homme. Le rapport d'ACAT Burundi concernant les violations des droits de l'homme au Burundi du mois de janvier 2021 montre 33 cas d'assassinat, et 36 cas d'arrestation arbitraire et détention illégale, et 3 cas d'enlèvement, ainsi que 8 cas d'atteinte à l'intégrité physique, dont une fille qui a été violée. Et toutes ces exactions sont commises surtout par des Imbonerakure, certains agents du service national de renseignement, certains agents de la police, en complicité avec des administratifs à la base. Le rapport souligne qu'au moment où le président Ndayishimiye appelle les réfugiés à rentrer au pays, disant que le Burundi est en paix, le rapport montre que des gens qui rentrent sont soit assassinés et d'autres arrêtés injustement. Nous donnons comme exemple le cas d'Anko Sanvi, d'un citoyen, membre du CNL, connu sous le nom de Sixpé Itanguiye, récemment rapatrié d'Ikandonduta, qui a été découvert dans la rivière Mugere, séparée à la zone Kanyosha et la mairie de Bujumbura. Nous donnons aussi l'autre exemple d'un certain Salasiel Nzwenabake, un ancien militaire ex-FAB, dont le corps a été retrouvé près de chez lui, dans la localité de Gitwenzi, zone Murungulira, commune Ntega de la province de Kirundo. Tous ces assassinats sont connus, mais ceux qui l'ont commis ne sont pas encore connus. Nous notons aussi les arrestations de 2 citoyens récemment rapatriés du cas de Nyarugusu en Tanzanie, dont un certain Justin et bienvenu Minerekano, qui résidait dans la localité de Buzima, de la zone Kayongozi en commune Bwero de la province de Ruyigi, qui ont été arrêtés sur ordre d'un chef local des Imbonerakure, connu sous le nom de Ruben Muyubira, et qui sont détenus actuellement au cachot de la commune Bwero et de la province de Ruyigi. Et suite à cela, le gouvernement de la République du Burundi devrait mettre fin aux multiples violations des droits de l'homme conformément à ses engagements nationaux et internationaux, et de garantir le respect des droits électoraux, notamment par l'arrêt de l'intolérance politique et le bannissement des discours de haine qui sont régulièrement tenus par les responsables politiques au Burundi. Augustin Nimouona s'est entretenu avec Clémentine Kanyamuneza. Le Sénarède Giliteka condamne l'arrêt rendu de la semaine dernière par la Cour suprême contre 34 citoyens burundais impliqués dans le coup d'État manqué de 2015. Tous ont été condamnés à la même peine de servitude pénale à perpétuité. Cette plateforme de l'opposition le qualifie d'un procès politique qui s'inscrit une fois de plus dans un ensemble d'abus politiques. Dr Jean Minani, le président du Sénarède Giliteka. Il apparaît clairement qu'il s'agit d'une parodie de justice à caractère purement politique qui fait partie d'une politique beaucoup plus large
de restriction des droits fondamentaux des citoyens qui a accompagné la montée de l'autoritarisme au Burundi depuis 2015. Il convient de rappeler les mesures prises en cascade visant la chasse aux politiciens gênants, la suspension des partis politiques de l'opposition ainsi que l'exil forcé de nombreux leaders politiques et des centaines de milliers de membres de leur parti, la fermeture des médias indépendants, le bannissement des organisations de la société civile indépendante, le harcèlement des organisations non gouvernementales étrangères, le refus de collaborer avec les institutions internationales sur les questions des droits de l'homme, les emprisonnements et assassinats à caractère politique. Étonnamment, cette parodie de procès est rendue publique juste au lendemain du lancement du dialogue entre le gouvernement du Burundi et l'Union européenne en vue de tenter de normaliser les relations qui s'étaient détériorées depuis le début de la crise électorale de 2015. Du côté de l'Union européenne, la reprise de la coopération était conditionnée par des engagements spécifiques et concrets de la part du gouvernement du Burundi en faveur du respect des droits de l'homme, de l'état de droit et des principes fondamentaux de la démocratie. Parmi les points préoccupants, l'Union européenne figurait notamment la gestion des affaires judiciaires pendantes, la réouverture des médias privés et le règlement des différends relatifs aux médias privés en vertu de la loi sur la presse et la liberté d'exercer la profession de journaliste. Cet arrêt de la Cour suprême est donc une réponse du gouvernement du Burundi à l'Union européenne, tout au moins sur ces points. Il faut noter aussi que le gouvernement dit une chose et fait son contraire. En effet, cette condamnation qui concerne également les responsables des médias intervient quelques jours seulement après que le gouvernement ait suscité l'espoir de reprendre le dialogue en vue de rouvrir les médias qui avaient été fermés suite à la crise politique de 2015. Docteur Jean Minani, le président du Sénared Giliteka, et à ce propos, Innocent Morodi est l'une de ces 34 personnes récemment condamnées à perpétuité, accusées d'avoir tenté de renverser le pouvoir suite au putsch manqué du 13 mai 2015. Le directeur de la télévision Renaissance dit n'avoir pas été étonné par le verdict. Selon Innocent Morodi, il n'y a pas d'autre voie que le dialogue pour trouver la solution aux problèmes qui minent le Burundi. Je vous prie de le suivre. Tout le monde s'attendait à ce genre de condamnation, en fait. Une fois qu'ils ont lancé les mandats de la manière dont cela a été fait, il n'y a rien d'étonnant. En fait, c'est la perpétuité parce qu'ils n'ont pas réussi à nous tuer, parce qu'on a pu fuir, tout simplement. Donc, qui nous condamne à la peine la plus extrême n'a rien d'étonnant. Mais ce qu'il faut rappeler, si c'est nécessaire encore, c'est que c'est le procès intenté par ceux qui tuent, ceux qui violent, ceux qui torturent, ceux qui emprisonnent abusivement les citoyens burundais, ceux qui ont forcé à l'exil des centaines de milliers de Burundais, contre ceux qui plaident pour les victimes. C'est aussi simple que ça. Nous sommes victimes du fait que, constamment, nous avons protesté contre les assassinats, contre les actes de torture, contre les disparitions forcées, contre les viols, contre tous les mauvais traitements qui sont infligés au Burundi. C'est de cela que nous sommes victimes. C'est cela qu'on nous reproche. L'acharnement qu'ils ont mis contre certaines personnes ne se justifie que par le fait que nous avons constamment braqué le projecteur sur ce qu'ils étaient en train de faire alors qu'ils auraient aimé le faire à huis clos. Il n'y a pas beaucoup d'autres explications à ce qui est en train de se passer. La preuve, ça fait des années que nous sommes en exil. Mais combien de gens sont morts entre-temps? Combien de gens sont en prison? Combien de gens ont été torturés? Combien de situations de viol il y a au pays? Combien de disparitions forcées? Donc c'est une situation à la burundaise actuelle depuis que le CNDD-FDD est au pouvoir, où encore une fois, c'est les tortionnaires qui accusent les victimes ou qui accusent ceux qui plaident pour les victimes. Ce n'est pas étonnant, on s'y attendait absolument. Et qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Quelle est la suite? Bon, je ne sais pas ce que diront les juristes. Hein. Les juristes, ils peuvent toujours essayer de rentrer dans des logiques juridiques. Mais encore une fois, cette histoire n'a strictement rien de juridique. C'est une chasse à l'homme politique et rien d'autre.
Aussi longtemps que dans notre pays, on ne s'assoit pas pour dire on a des problèmes graves, il faut qu'on en parle, que tous les acteurs s'impliquent, que tous les acteurs soient dans ce dialogue, il n'y aura pas de solution. Regardez un peu, le week-end d'avant, le président de la République instruisait le CNC de prendre contact avec tous les responsables des médias pour que les problèmes qui sont dans ce secteur soient résolus. Il avait dit, nous sommes même massacrés, nous avons pu surmonter cela, nous avons pu parler de cela, et ça, ce n'est pas le plus compliqué. Il n'y a même pas une semaine. Nous avons dit que nous étions disposés à dialoguer, que nous étions prêts à participer au dialogue, mais qu'il soit global, comme nous le disions, qu'il y a des questions tellement graves que ce n'est pas une question de liberté de presse seulement ou de quelques médias, que c'est une question nationale. À peine nous étions encore dans ce débat-là, et voilà, ils sortent des condamnations à la perpétuité, 20 ans, etc. Donc la suite, soit ce sera le dialogue, soit ce sera des tragédies encore au Burundi. Il n'y a pas qu'une solution. Soit le gouvernement en place revient à des meilleurs sentiments, accepte un dialogue avec tous les acteurs qui peuvent contribuer à trouver une solution à la crise dans laquelle nous sommes enfoncés depuis 2015, soit ça finira mal cette histoire-là. Ce sera des tragédies de façon pratiquement certaine. C'est tellement prévisible, c'est tellement évident. Tout le monde voit ce qui s'est passé. Nous sommes encore une fois, en très peu de temps, passés au rang du pays le plus pauvre au monde. Et nous sommes toujours enfermés là-dedans. Pourquoi? À cause des actes qui sont posés par les pouvoirs publics. Ce n'est pas l'opposition, ce n'est pas la société civile, ce n'est pas les médias qui font qu'on soit dans cette situation-là. Innocent Mourodi s'entretenait avec Franck Kadze. Nous reviendrons dans un instant après ce spot de sensibilisation du mouvement Inamahoro. Chers parents, s'il advenait qu'un membre de la famille attrape la COVID-19, votre rôle est primordial. Prenez vite et faites respecter les mesures recommandées en pareilles circonstances pour protéger les autres membres de la famille. C'est votre devoir de rappeler et appliquer toutes les instructions pour prémunir votre famille des effets néfastes de la maladie. En effet, une large contagion en sein de la famille est source d'une grande perte. La santé est menacée, les activités de production suspendues et la maigre épargne familiale largement entamée par les soins médicaux. Mieux vaut prévenir que guérir. Agissez tant qu'il est temps pour que vous n'ayez pas à regretter. Ceci est un message du mouvement Inamahoro, femmes et filles pour la paix et la sécurité. Nous poursuivons notre journal. Le pouvoir de Guy Tega devrait se ressaisir et changer de comportement pour devenir plus respectueux des droits de la personne humaine s'il souhaite la reprise de la coopération avec l'Union européenne. Ces propos sont de Frédéric Mambouguinovilla, ancien vice-président de la République. Il considère néanmoins que l'Union européenne n'exige pas l'impossible puisqu'elle ne demande à Guy Tega que d'arrêter de massacrer son peuple et de détourner l'argent public. Le Parlement européen et le Parlement burundais ne fonctionnent pas de la même manière. Le Parlement burundais, il agit, il travaille sur les injonctions de l'exécutif, du chef de l'État. Mais ici, les parlements européens représentent leur propre pays. Et ça veut dire que c'est plusieurs pays, l'Union européenne, et ces députés proviennent certainement des nationalités variées, différentes. Et puis, cet argent qui doit être donné au Burundi ou au pays des ACP, c'est l'argent du contribuable européen. Ça veut dire que cet argent doit suivre des règles. On ne peut pas le donner n'importe comment. Et au bout du compte, de quoi il s'agit? Il y a une signature de la convention signée à Cotonou. Et puis, cette convention précise bien en son article 96 que pour qu'il y ait l'aide financière qui soit accordée à des pays signataires, ça veut dire que quelque part, ils doivent respecter, les droits de l'homme, ils doivent respecter les principes de la démocratie, ils doivent respecter les principes de la bonne gouvernance. Notez une chose, ces exigences concernent leur propre pays. Est-ce que vous avez entendu une exigence qui concerne l'Union européenne? Loin de là. Mais non. Ça veut dire que si tu veux être aidé, il faut que tu te comportes convenablement envers ton peuple. Maintenant, te demander de te comporter convenablement envers ton peuple. Ne pas tuer les gens. Ne pas dilapider les biens de l'État
ou les confisquer pour ton propre compte. Est-ce que ça, c'est un mal? Il devrait comprendre justement ce genre de message et accepter de changer de comportement. Et le chef de l'État doit comprendre justement à ce niveau que s'il doit ouvrir le Burundi et changer vers la communauté internationale et changer son image dans le concert des nations, il doit absolument changer de comportement. Ça veut dire qu'il a des atouts pour pouvoir le faire. Et la communauté internationale le soutient dans cette voie-là. Mais il lui appartient de comprendre ce message et de ne pas chercher à avoir le beurre et l'argent du beurre à la fois. Mais non, il doit accepter ou bien de garder son beurre et n'avoir pas de l'argent, ou donner son beurre, ça veut dire changer de comportement et avoir l'argent qu'il cherche de la part du contribuable. Frédéric Mambou-Guignonvilla s'exprime suite à la lettre de certains parlementaires européens envoyée au haut représentant de l'Union européenne aux affaires étrangères et la sécurité. C'était après la reprise du dialogue entre le gouvernement burundais et l'Union européenne en vue de normaliser les relations diplomatiques. Et page éducation, plusieurs réalisations dans ce domaine ont été effectuées durant l'année 2020. Il s'agit entre autres d'offres d'emploi à 1000 enseignants, formation d'enseignants pour qu'ils puissent dispenser un enseignement de qualité. C'est ce qu'a indiqué Gaspard Banyangimbona, ministre de l'Éducation, dans un communiqué sorti ce mardi. Parmi les principales actions qui ont marqué le premier semestre, nous citerons particulièrement quelques-unes. Premièrement, l'organisation réussie de la rentrée scolaire 2020-2021 qui a eu lieu comme prévu il y avait de cela 12 mois. L'organisation de l'examen d'État dont les résultats définitifs ont été communiqués en un temps record. Le recrutement en toute transparence de 1000 enseignants qui sont tous actuellement au service. Des mesures envisagées pour le contrôle des institutions d'enseignement supérieur afin de renforcer la qualité de la formation. Cela a été fait. Des mesures prises comme accompagnement des lauréats des écoles et d'excellence dans la poursuite de leur formation à l'enseignement supérieur. Et là, je citerai principalement 3 pôles d'excellence, à défaut d'avoir des universités d'excellence, qui ont été créés. Et ces pôles ont été créés à la faculté des sciences de l'ingénieur, à la faculté d'agronomie et de bioingénierie, et à l'Institut de statistiques appliquées, et à la faculté de médecine. Gaspard Banyangimbona, le ministre de l'Éducation. Et pour clore notre journal, les secteurs de l'agriculture, du tourisme, de la santé et de l'énergie du Maroc vont s'entraider avec ces mêmes secteurs du Burundi pour le renforcement des capacités. C'est ce qu'a déclaré Mohamed Medkal, ambassadeur du Maroc au Burundi. C'était ce mardi, à l'occasion de l'ouverture du bureau de la représentation du Maroc au Burundi. Les secteurs d'intérêt, tels que nous les avons identifiés à notre niveau, mais qui sont ouverts pour être élargis, sont autour de l'agriculture, du tourisme, la santé, les énergies renouvelables. Nous comptons, dans les prochaines années, développer des programmes de renforcement de capacité pour les hauts fonctionnaires et les hauts dirigeants de votre pays au sein du Maroc dans ces secteurs-là, mais aussi favoriser l'envoi d'experts de ces secteurs depuis le Maroc au Burundi pour partager le savoir-faire et l'expérience qui a été développée par le Royaume du Maroc dans ces domaines. Et donc le secteur privé marocain se mobilisera. Nous souhaitons travailler avec vous pour que nos deux patronats puissent créer un conseil d'affaires Maroc-Burundi au courant de cette année pour encourager la visite des opérateurs économiques marocains qui puissent venir à Bujumbura, visiter le Burundi, explorer les opportunités d'investissement et œuvrer à mettre en place des partenariats, des joint ventures gagnant-gagnant entre les opérateurs locaux du Burundi et les opérateurs économiques du Royaume du Maroc. Une délégation économique viendrait au courant de cette année 2021 au Burundi, pour qu'aussi, dès l'année 2022, nous puissions organiser un forum économique Maroc-Burundi ici à Bujumbura, avec la participation des opérateurs économiques qui viendraient du Maroc et aussi leurs confrères et consoeurs ici à Bujumbura. Mohamed Medkal, l'ambassadeur du Maroc au Burundi. Et voilà, fin de ce journal. Merci à toute l'équipe de production et à vous tous qui l'avez suivi. Au revoir.